Aujourd'hui, les entreprises Nike et The Boyd Group et un jeune investisseur qui veut s'initier en bourse. Bonjour et bienvenue à notre web émission mensuelle. Je suis accompagnée de mon collègue Aaron. Bonjour Aaron. Bonjour, Karine. Comme toujours, 3 questions et nous commençons avec l'entreprise Nike. Luc nous fait remarquer que son cours est quasi exemplaire depuis son entrée en bourse. Alors, qu'est-ce que pense Médici de l'entreprise? Oui, alors Nike, il y a une certaine tendance vers des vêtements sportifs qui sont portés à d'autres occasions que le sport. Ça a probablement aidé Nike. Alors, on pense, mettons, à un veston avec des souliers Nike. On pense à du linge de sport pour faire nos sorties de tous les jours. Alors, cette tendance-là qui appelle en anglais le athleisure. Ensuite de ça, on sait que Nike, ils ont les poches très profondes pour se payer des ambassadeurs de marque. Alors, les Tiger Woods, les Cristiano Ronaldo. Michael Jordan est, je crois, le plus important pour Nike. Oui, ce qui est surprenant, c'est que la marque Nike Jordan fait 4,7 milliards de chiffre d'affaires par année. C'est à peu près 10 des revenus de Nike. Alors que Michael Jordan a pris sa retraite, ça fait déjà plusieurs années. Alors, ils savent comment cultiver la marque et garder une relation avec le consommateur. Il n'y a peut-être pas beaucoup de marques de vêtements qui sont capables de faire ça. Il y a quelques années, Aaron, je crois qu'ils ont annoncé aussi leur désir d'avoir un lien beaucoup plus direct avec le consommateur plutôt que par les détaillants, d'amplifier cette relation-là, de connaître encore mieux les consommateurs. Exactement. Ils appellent ça leur stratégie d'aller direct au consommateur et ça passe par leur propre magasin Nike. Au lieu de vendre, admettons, un Foot Locker, ils vont vendre à travers leur propre magasin. Ils en ont 935 à travers le monde. Puis ça passe aussi par leur site web, leur application, où est-ce que de plus en plus leur revenu est généré sur ces plateformes-là. Ils ont même développé des applications qui aident les gens à mesurer leur performance, par exemple, à la course. Et donc, ils ont cultivé cette relation directe avec le consommateur qui les aide énormément. Surtout pendant la pandémie, là, leurs ventes en ligne ont explosé. Est-ce que c'est soutenable? Puis par rapport à l'évaluation actuelle, est-ce qu'on trouve que c'est peut-être un peu Oui, trop élevé? le cours boursier a augmenté pas mal, 55 dans la dernière année. Puis les ventes qui ont bien fait, c'est probablement temporaire, je dirais. Probablement parce que le monde, bon, il achète moins de linge pour aller au bureau, plus de linge pour être chez eux. Mais reste que Nike, ils ont quand même augmenté leur projection de croissance sur 5 ans. Ils pensent croître de 10 ce qui est plus rapide que leur croissance historique d'à peu près 7 Alors, leur stratégie d'aller direct aux consommateurs semble bien fonctionner. L'évaluation, par contre, ça, c'est plus demandant. On parle de 36 fois là, le ratio cours-bénéfice prévu. Alors qu'il y a quelques années, là, on pouvait l'acheter pour pas loin de 20 fois. Là. Alors, à 36 fois, ça commence à être un peu élevé. Puis, sur leur bénéfice par action, ils pensent le croître d'à peu près 15-20 ce qui est très, très bon. Alors, un niveau peut-être plus raisonnable là, d'évaluation serait peut-être 20-25 fois, là, comme le multiple antérieur. Ça serait beaucoup plus facile à justifier. Alors, mais l'avantage concurrentiel, la marque est très forte, puis très bon rendement sur le capital de 30 Alors, ça, il n'y a pas de problème là. Mais comme d'habitude, c'est un thème récurrent, l'évaluation, c'est plus difficile. Tout à fait. Donc, la deuxième question, Aaron? Oui, on peut passer à la deuxième. Alors, Patrice nous demande quel conseil peut-on donner à son neveu qui veut placer quelques milliers par année? C'est une question qu'on a régulièrement, mais une belle question parce qu'il y a un intérêt de la part du jeune, du neveu ou enfant.
La première chose à valider avec le neveu, c'est l'objectif réel de placer son argent. Parfois, on va gratter, puis c'est plus pour du court terme, dans 6 mois, 1 an, pour une mise de fonds pour acheter une maison, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le long terme et on parle d'un montant par année, donc 5 à 10 000 par année que le jeune veut investir. Et Patrice se demande, bon, probablement que le montant minimum requis par une firme privée comme Médicis est peut-être, c'est ça, pas atteignable au début. Alors, c'est quoi le véhicule qu'on devrait privilégier ou c'est quoi le conseil qu'on donne à ce moment-là? C'est certain qu'il y a une option qui est moins coûteuse d'investir par lui-même, de justement pas viser comme nous, bon, on vise à surpasser les marchés à long terme, on évalue les entreprises une par une, tandis que du côté minimiser les coûts, ben, c'est de choisir tout simplement une stratégie passive, d'investir dans un Un indice. fonds indiciel. Par exemple, le Standard & Poor's 500 qu'on vise, c'est ça qui est un indice qu'on vise à surpasser parmi nos indices comparables. Le bémol, c'est sûr que cette stratégie-là se veut passive. Alors, si on le fait par soi-même, on n'est pas encadré et on doit adhérer, être discipliné à ne pas essayer de synchroniser le marché et de ne pas retenir, pas changer sa stratégie finalement qui est d'ajouter et de ne pas chercher à investir individuellement, mais plutôt de copier le marché et d'avoir un horizon à très long terme. Et si on regarde, Aaron, la diapositive suivante, je pense que je voulais illustrer que c'est super important de justement encourager l'épargne, encourager les bonnes habitudes d'épargne. Souvent, on valorise mieux la consommation que l'épargne. Avec un montant de 10 000 par année, investi à 8 par année, on se retrouve à 1 million à l'âge de 50 ans si on commence à 20 ans. Alors, ça peut être un objectif intéressant à discuter avec les jeunes, puis au moins de commencer à faire travailler son capital, à mettre de l'effort pour éventuellement, oui, avoir accès à un gestionnaire actif qui, lui, pourrait battre les marchés, avoir une espérance de rendement un petit peu plus élevée. Je passerai à la troisième question, Aaron, qui est, et non la moindre, qui parle de Boyd et surtout de la croissance. Stéphane se questionne si ça ne va être pas plus difficile de répéter la croissance passée compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. Peut-être juste nous expliquer, Boyd, rappeler là, ce que fait Boyd. Oui, donc ils ont 700 garages de réparation de véhicules accidentés. Puis 90% de leurs revenus, c'est du référencement de compagnies d'assurance. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un thème récurrent avec Boyd. Alors, ça fait des années qu'ils ont ce défi-là. Ils ont des programmes en place pour recruter, pour retenir les gens. C'est surtout les techniciens qui réparent les véhicules. Donc, la rétention, puis c'est ça. Ils en parlent régulièrement dans les appels conférences. Par contre, la pandémie, en sortant de la pandémie, on dirait que le problème s'est accentué. Ils ont mis un peu le blâme sur le fait que l'assurance chômage aux États-Unis est très, très généreuse en ce moment. Ça devrait se terminer, là, je pense, au mois de septembre. Donc, ça, on pense que c'est plus un effet temporaire. C'est pas un effet nouveau non plus, là, comme tu expliquais, mais c'est quand même ambitieux, les objectifs de Boyd, de doubler leurs revenus dans les 5 prochaines années, puis se compare à l'année avant pandémie. C'est quoi les outils ou les moyens que tu dirais que Boyd a dans son coffre pour atteindre cette croissance-là? C'est un objectif qui est probablement réaliste du fait qu'ils ont seulement 5 de part de marché. Il y a encore 60 de l'industrie qui c'est des garages indépendants, donc ça leur donne encore un gros bassin pour faire les acquisitions. Alors ça, c'est le premier outil qu'ils ont. Ils ont 2 types d'acquisitions. Ils ont des garages uniques, qu'il y en a plusieurs à vendre, ça va continuer. Puis, il y a les garages de multi-emplacements. Alors, c'est quand ils achètent 5 ou 10 garages d'un seul coup. Puis ça, il y a un peu plus de concurrence dans le marché pour ces types d'acquisitions-là. Alors, il y a des firmes de private equity qui aiment acheter ce genre d'entreprise-là.
Mais ils ont d'autres outils. Alors, ils peuvent générer de la croissance organique. Alors, ils ont des ventes comparables d'à peu près 3% historiquement. Donc, ils volent des parts de marché parce qu'ils sont capables de mieux desservir les assureurs que les concurrents. Puis, bon, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans le pourquoi. Ensuite, ils peuvent ouvrir des nouveaux garages. Donc, au lieu d'acquérir un garage, ils vont en ouvrir un. Ça demande un peu plus d'efforts, mais c'est dans des situations où est-ce qu'ils veulent entrer dans un territoire et il n'y a pas de garage à acquérir de disponible. C'est ça prend un petit peu plus de temps à accroître les revenus, contrairement à l'acquisition d'un garage, mais on en a vu quelques-uns là, dernièrement. Là. Oui, en 2020, ils ont utilisé cette manière-là de... Puis, ben, il y a l'avantage qu'ils n'achètent pas d'achalandage, de goodwill, alors c'est plus rentable pour eux autres de faire ça. Puis, le dernier outil que je mentionnerais, c'est qu'ils ont développé dans les dernières années des relations avec des concessionnaires automobiles pour générer un autre créneau de véhicules accidentés pour s'approvisionner, finalement. Alors, c'est ça pour dire que 15% demeure réaliste pour Boyd et on pense qu'ils peuvent atteindre ça dans les 5 prochaines années. Puis comme tu mentionnais, le marché est très fragmenté. Les gros joueurs possèdent moins que 20%, donc la capacité d'acquérir est là. Puis on a vu que Boyd a recommencé à acquérir il y a plusieurs mois. Là, on voit les acquisitions passer, alors c'est dans le raisonnable. C'est ça. Il avait mis une pause sur les acquisitions dans la pandémie, mais ils ont repris là, vers mi-2020. Oui, donc tout ça pour dire que ça fait du sens. Bien, parfait. Merci beaucoup, Aaron, et merci de nous envoyer vos questions. Continuez à nous écrire à info@gpsmedici.ca. Merci. Merci.